Allô, allô Maude, Allô Julie, bonjour tout le monde. ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, merci. Et aujourd'hui, on parle de fractures ou d'une sorte de fracture plus particulière, les fractures de stress. Puis avant qu'on parle des fractures de stress, j'ai le goût de vous faire remarquer quelque chose que moi je trouve vraiment intéressant quand, au fil des années, quand je donne des cours, je parle à des élèves qui sont dans mes classes ou même à des amis, des mamans. Dès qu'on parle de fracture ou qu'on dit que quelqu'un s'est cassé quelque chose, on associe toujours la fracture à l'articulation. Moi, j'ai des gens dans mon entourage en la dernière année qui disent « Ah, je me suis cassé le coude, je me suis cassé la cheville. » Puis là, quand je dis « Quel os? » Ben là, on dirait que les gens réalisent pas que c'est pas entre les os que c'est cassé, c'est vraiment un des os ou plusieurs dans certains cas, mais c'est vraiment une fracture, c'est un os qui est cassé. Fait que c'est juste une petite remarque pour commencer que je trouve ça drôle qu'on n'a pas cette connaissance-là de notre corps, mais que des fois, on se pose pas plus de questions ou on pose pas plus de questions de professionnels de santé à savoir vraiment qu'est-ce qui est cassé finalement. Fait qu'une fracture, c'est toujours un os. Ou plusieurs, mais Exactement. C'est clair que moi aussi j'ai j'ai remarqué les gens qui disent ça, mais c'est mon hypothèse. Ce serait peut-être que vu que le plâtre, exemple, une fracture de coude, le plâtre va mobiliser le coude, exemple, une fracture du radius. Bon, disons pour nommer l'os, là. On va appeler ça une fracture du coude, parce que le coude est immobilisé. Fait que là, ils sont comme, bon, mais mon coude est immobilisé, donc j'ai une fracture du coude. Fait que peut-être que c'est pour ça pourrait expliquer. Mais oui, effectivement, il y a toujours un os. Ça se peut qu'il y en ait plus qu'un, là, mais dans ce temps-là, ça va pas très bien. Des fois, on a besoin d'une chirurgie. Là. Quand c'est vraiment une fracture dans l'articulation, c'est comme vraiment plus complexe. Puis c'est OK. plus. Ça peut nécessiter une chirurgie. Mais évidemment, quand on a juste besoin d'un plâtre, c'est souvent un os, vraiment. OK. C'est On pas s'entend nécessairement que les dans fractures, ça arrive souvent à la suite d'un choc, d'un accident, d'un traumatisme, mais il y a aussi d'autres sortes de fractures. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, les fractures de stress. Peux-tu nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Ben oui, dans le fond, les fractures de stress, c'est vraiment intéressant parce que ça, ça regroupe pas mal les mécanismes là, de physiopathologie de toutes les blessures de surutilisation. Et ce OK. que je vais expliquer pour les fractures de stress serait aussi valable là, dans un certain sens. Là, il y a des détails près qui vont varier, mais pour les tendinites et toutes les autres blessures de surutilisation. Une blessure de surutilisation, c'est quand on applique un stress répété sur un tissu en particulier, puis que ce tissu-là perd les micro-traumatismes qu'on lui a infligés par l'activité, par le stress, et pas capable de se réparer à un rythme suffisamment rapide Mhm. pour contrer les micro-traumatismes. Donc, exemple, je sais pas, dans une journée, on a 1000 micro-traumatismes, le corps est capable d'en réparer 900, ben là, il y a un 100 micro-traumatismes qui reste dans notre tissu à la fin de la journée. Puis là, des fois, le corps est capable de reprendre le dessus si le lendemain, on a une journée off, par exemple, une journée de repos. Mais si le lendemain, on se réentraîne, puis là, on a 1100 micro-traumatismes cette journée-là, puis là, notre corps répare encore notre sang, mais là, on a 100 plus 200 qui restent. Puis là, c'est ça. C'est de cette façon-là que le corps devient comme en retard dans sa guérison ou son renforcement, parce que veut pas, le stress, quand même, c'est une bonne chose. Là. Oui, Normalement, c'est quand notre stress ne dépasse pas notre capacité de notre corps à réparer nos tissus, comme le stress ben ça, mental. c'est bon parce qu'au contraire, ça fait en sorte que, OK, ça le stimule, OK, il faut réparer. Puis quand il répare, souvent, en fait toujours, il répare plus fort parce qu'il se dit, OK, là, elle m'en demande tout le temps, exemple, 900 micro-traumatismes à chaque jour. Tout d'un coup, quand elle m'en demande 1000, je vais m'adapter pour être capable de ne pas, être capable de répondre à la demande. Fait que là, le tissu devient plus fort en général On quand veut, c'est une charge qui est progressive. oui, fait que c'est ce qu'on veut quand on s'entraîne. On veut être capable de s'adapter à une demande plus élevée pour être plus fort éventuellement, dans le fond. Mais là, Exactement. Fait que quand, oui, j'allais dire, est-ce que cette capacité d'adaptation-là d'une personne à l'autre, j'imagine que c'est différent? vraiment différent. C'est pour ça qu'il y a des facteurs qui font qu'on est plus à risque d'avoir une fracture de stress. Déjà, le background sportif, là, les antécédents sportifs d'une personne,
Est-ce que la personne, elle a fait du soccer toute sa jeunesse, puis elle est habituée de courir toute sa jeunesse, fait qu'elle a les jambes, les pieds, les os, là, les membres inférieurs robustes, une densité osseuse qui a été forgée tout au long de sa jeunesse, ben là, qu'elle commence à faire s'entraîner pour un demi-marathon, il va avoir plus de latitude dans des erreurs de progression que quelqu'un qui n'a jamais fait de course de sa vie. Puis là, il s'entraîne ça pour un premier 5 km, 10 km ou demi-marathon. Ben, il va vraiment falloir être plus attentif aux signes de son corps, puis à la progression aussi, qui doit être respectée. Parce que c'est ça. Là, après, ben, est-ce qu'on a des blessures tendineuses? La fracture de stress est plus fréquente chez les coureurs. C'est tous les sports d'impact en mise en charge. Fait que basketball, tennis, même gymnastique, hein, Julie? Je sais pas si t'en as déjà entendu parler en gymnastique, là, des pratiques. Ben non, pas mais ben non. Ouais, ben j'ai lu là-dessus qu'il y en avait, là. Ça va être au niveau des poignets parce qu'il y a beaucoup de charges sur les poignets. Okay, les gymnastes sont quand même assez forts, puis de plus en plus, je sais qu'avant, moi, quand j'en faisais quand j'étais petite, c'était très différent, là, on prenait pas le temps de se renforcer avant de faire un mouvement, c'était comme go, bouge de même, puis le corps va suivre, tu sais. Mais maintenant, ils renforcent tellement, puis ça s'assure tellement que le corps est adapté à faire le mouvement que on voit pas, en tout cas, moi j'ai deux filles qui sont dans le milieu, puis j'ai rarement vu mais je pense que j'en ai même jamais vu de fracture de stress. Je sais pas qu'il y en a pas, là, mais moi j'en ai pas trop vu. Une autre chose avec la gymnastique qui fait en sorte que c'est plus à risque, peut-être plus maintenant parce que les pratiques, comme tu dis, ont changé, mais que je crois les jeunes filles restent quand même susceptibles d'avoir des problèmes alimentaires des fois. Vu que c'est un sport où on a besoin d'être léger. L'alimentation, quand on est sous-alimenté, je sais pas si tu vois où je veux en venir, là, la triade de l'athlète, ça, c'est un facteur de risque super important. Souvent, chez les femmes qui font beaucoup d'activités physiques, qui s'entraînent de nombreuses heures par semaine, puis soit dans un sport où tu as besoin d'être léger, là, tu fais attention à ce que tu manges, là, tu t'entraînes, puis là, à un moment donné, ben, les règles peuvent arrêter, un débalancement hormonal. Ça peut faire diminuer la densité osseuse. OK. Fait que c'est peut-être plus vers ça que la gymnastique, il y a un petit facteur de risque. C'est vraiment un très haut niveau, là, mais c'est pas trop le cas. Peut-être, effectivement, plus amateur. Dans d'autres pays aussi, je sais que c'est très contrôlé, là, mais j'ose pas que la pratique est plus saine ici. Mais c'est ça, mais même la gymnastique. Tous les sports, là, des fois, on a comme tendance à faire attention à ce qu'on mange quand on est ultra discipliné, là, des fois. Là. Fait que là, on tombe en déficit nutritionnel. Puis c'est là que fait qu'il y a toujours un facteur aussi autre à regarder avec les fractures de stress. Parce que ça, tu sais, quand les personnes sont en santé, ils dorment bien, parce que veut pas, le corps, hein, pour qu'il se prépare, ça prend du sommeil, ça prend des nutriments. Fait que quand ça aussi, c'est souvent multifactoriel. C'est souvent pas juste l'entraînement. Il y a souvent un petit peu de plein de choses, le stress, etc. Fait que plusieurs choses à regarder là, dans le cas des fractures de stress. J'allais te demander, c'est quoi, tu sais, moi, en tout cas, au fil des années, les seules fractures de stress que j'ai entendu parler, c'était surtout des petits os des pieds, des coureurs. Mais tu as l'air qu'il y a d'autres endroits aussi où on peut avoir des fractures de stress? Ouais. Bassin, hanche. Oui, OK. Fémur, le haut du fémur. Puis les vertèbres, même, au niveau des coureurs. Là, ça a été démontré que les coureurs en vitesse vont faire beaucoup d'entraînement par intervalle ou des courses là, plus rapides, des sprints. C'est beaucoup plus les pieds, les os de la jambe. Puis les coureurs là, ultra marathoniens là, d'endurance, en trail, etc., eux, c'est plus les fractures plus hautes développent. C'est l'impact et à force que ça cogne les vertèbres. Oui, ben c'est souvent qu'on vient fatigué hein, avec les courses de longue durée. Là. Et un autre facteur que je voulais amener, la musculature là, est très protectrice par rapport au stress qui va être infligé sur les os. Fait que, tu sais, à la longue, là, tu cours au début, les 10, 20, 30 premiers kilomètres pour les gens qui font des 70 et plus, là,
sont super alignés, ils ont un bon dynamisme au sol, etc. Mais là, j'imagine qu'après 60, tout ça, là, on commence à avoir une technique de course un peu moins adéquate, on commence à avoir un peu moins de capacité d'absorption des chocs avec le muscle. Fait que là, les chocs vont plus s'accumuler au niveau du squelette, au niveau de la musculature. Fait que je sais pas si les gens qui écoutent, là, vous avez déjà eu des fractures de stress, si vous connaissez des gens qui en ont eu. C'est dans quelle zone? C'est dans quelle zone qui ont eu des fractures? C'est intéressant si vous voulez nous les mentionner. Puis si vous avez des questions là, en lien avec ça. La guérison d'une fracture de stress, là, ça peut aller de 1 mois. Ouais, OK. Comment on guérit? Comment on guérit? C'est ça, c'est que quand les métatarses, comment les muscles peuvent me protéger? Ben, Bruno vient de poser une question. Quand c'est les métatarses, ben c'est sûr que toute la musculature du pied, comment ton pied il va être placé au moment d'atterrir au sol, comment il va réagir à l'impact. Mais faut mentionner aussi que les souliers, le terrain peut varier aussi la force. Exemple, le soulier, là, s'il est trop rigide, s'il y a un changement, il y a un ajout d'orthèse, un changement de la semelle ou un défaut dans le soulier, il y a des choses comme ça qui peuvent faire des points de pression à des endroits précis sur les pieds. Fait qu'il y a plusieurs facteurs à ce moment-là d'impliquer, mais la musculature, ça va être le contrôle du pied en général, le contrôle de l'arche plantaire, comment le pied s'il est assez mobile, parce que l'autre chose que je voulais dire par rapport il y a plusieurs facteurs de risque. Ça, c'est des intrinsèques, hein, ce qu'on a dit. La nutrition, qu'on a parlé de la force. Là, il y a la mobilité aussi. Si, par exemple, quelqu'un a une diminution de mobilité au niveau de certains métatarses, ben ceux-là, ils vont bien bouger. Mais là, quand il y en a un qui va moins bien bouger, ben, il y a peut-être des chances qu'il va avoir plus de charge sur celui-là qui bouge moins bien, par exemple. Fait que ça pourrait être un facteur qui pourrait influencer dans le cas d'un métatarse. Dans le cas de la cheville, si on manque de mobilité dans la cheville, ben, il y a des chances que quand on plie notre pied là, pour, par exemple, faire une réception de saut, il y a les genoux qui doivent plier, les chevilles qui doivent plier pour absorber. Ben, on l'a plus, cette absorption-là. Fait que là, ça va plus dans les os si on est moins mobile. Il y a des facteurs. Dans une semaine, ça va faire. Oui, la surface. Si on court en sentier ou si on court sur de l'asphalte, ben ça aussi, ça fait une différence parce que le choc n'est pas le même. On n'absorbe pas la même. Je pense sur de l'asphalte, c'est quoi? C'est 2,5 fois à peu près le poids de notre corps. Tandis que si on est sur une surface qui absorbe, ben c'est beaucoup moins d'impact sur les os. Oui, exactement. Je connais pas les chiffres, là, mais à noter. Moi, en tout cas, ce que je recommande, c'est de ne pas changer drastiquement la surface. Notre corps s'adapte à une certaine surface. Effectivement, sur de l'asphalte, on pourrait penser qu'au niveau des pieds, là, surtout si on a des souliers minces, ça va venir vraiment provoquer plus de choc direct au niveau du pied, donc plus de stress au niveau du pied. Par contre, si on court en sentier, c'est beaucoup plus instable. Fait que notre fatigue musculaire pourrait apparaître plus rapidement en lien avec toute la stabilisation nécessaire si on n'est pas habitué à ça. Fait que de penser que ça va être magique de changer pour en sentier, je ferai attention. Il y a une bémol, on veut progresser. Si on veut changer pour le sentier, on voudrait progresser là, en le fond, vers le sentier tranquillement. Donc, pas changer pour un 10 km qu'on est habitué de faire sur l'asphalte, de pas changer du jour au lendemain pour un 10 km que ce soit un ou l'autre, tant qu'on y va progressivement, notre corps va s'adapter. Exactement. Moi, je cours régulièrement, je cours avec des chaussures minimalistes. Puis là, j'ai fait la transition là, sur plusieurs années. J'ai pas changé du jour au lendemain des espadrilles standards à des espadrilles minces. Puis là, je suis rendue que je cours avec mes plus minces de toutes. Là, je sens presque les feuilles d'automne par terre en dessous de mes pieds. Là. C'est vraiment très, très mince. Mais j'ai commencé, quand j'ai changé avec plus mince, ben, j'étais avec des petites doses à la fois. Là. Je courais genre 1 kilomètre course-marche, puis j'ai augmenté progressivement. Puis je le sentais dans mes pieds là, que j'étais courbaturée, que ça travaillait beaucoup. Là, puis
c'est ça, à force de le Mhm. faire, c'est un peu la même chose quand je recommence à marcher pieds nus au printemps, mais je sens que mes pieds travaillent, mais après ça se renforce. Puis en y allant, dans le fond, la clé, je pense que peu importe que ce soit la surface, le soulier, c'est d'y aller progressivement pour que le corps s'adapte. Exactement. Puis la notion de progression dans la réhabilitation après la fracture de stress, c'est vraiment ça le concept clé. C'est sûr que si vous avez une fracture de stress, là, une fois que c'est diagnostiqué dans les premiers jours ou semaines, il faut vraiment arrêter l'activité qui a causé la fracture de stress. Puis par la suite, c'est de poursuivre des activités autres qui stressent moins cette zone-là. Pour continuer, on ne veut pas que la zone soit complètement immobilisée ou complètement mise au repos. Okay? Parce qu'on en a parlé plus tôt. Un stress relatif est bénéfique pour le tissu osseux. Ça va venir stimuler les ostéoblastes. C'est eux qui vont venir réparer. Okay? Ça les stimule le fait d'avoir un certain stress. Fait que on veut quand même avoir un stress relatif sur la zone. Fait que si, exemple, en faisant des sprints que vous avez blessé au niveau, vous avez une fracture de stress, le fait de marcher, ça sera probablement pas, après la période de repos de quelques jours à une semaine, le fait de recommencer à marcher, ça sera probablement pas quelque chose de problématique comparé à ce que vous faites là, au niveau des sprints. Fait que c'est ça. Fait que après, ben, on va commencer à courir, ça va être de façon fractionnée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des physios, là, on est fans de ça, là, du programme de course fractionné après une blessure. Faut apprendre à aimer ça, disons. Il y a pas grand monde qui aime ça, là, on apprend à aimer ça. Mais j'ai trouvé un truc pour aimer ça. S'il y en a qui ont comme moi là, qui détestent ça, là, le retour progressif puis les programmes fractionnés, ben de courir ou de me remettre à l'entraînement avec des gens qui sont pas en forme puis qui veulent commencer, ben eux, c'est le niveau parfait pour commencer, puis moi, ça me freine, fait que ça m'oblige à c'est vraiment un bon truc. Tranquille, fait que c'est mon truc que j'ai trouvé. C'est vraiment un bon truc parce que s'entraîner avec des gens qui sont plus expérimentés ou plus avancés, là, c'est la meilleure façon de se blesser. On va tout le temps les suivre, hein? De faire l'inverse pour... Ouais, quelqu'un qui commence son content, c'est motivant, puis quelqu'un qui est avancé, qui a besoin de se freiner, ben il faut qu'il suive l'autre personne. Faut que la majorité du groupe soit au même niveau, puis que là, la personne pas du même niveau, là, s'adapte à la majorité du groupe à ce moment-là. Mais super bonne idée, Julie. Je ne sais pas si dans les gens qui écoutent, là, vous avez déjà eu à passer à travers un programme de course fractionnée. Si oui, dites-nous comment vous avez trouvé ça, plate ou finalement j'ai appris à aimer ça. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'en refaire et refaire parce que je suis pas une coureuse, on va dire, régulière. Fait qu'à chaque fois que j'ai crime, même pas blessé, là, juste au moment de commencer la course à pied, si on n'est pas quelqu'un comme qui a un background, un historique là, de joueur de soccer, joueur de basket, là, juste commencer la course à pied en général, je recommande un programme de course fractionné. Fait que, après, ben, on passe à travers plus ou moins vite, là, selon ce qu'on ressent, etc. On pourrait faire une capsule juste sur le programme fractionné. Là, mais incontournable. Ouais. J'ai le goût d'ajouter de l'info par rapport, ça fait quelques fois que tu mentionnes le background, puis selon ce qu'on a fait plus jeune, puis là, je suis vraiment plongée ces temps-ci dans l'étude de la biomécanique. Je lis plein de livres écrits par des spécialistes, des docteurs, souvent américains, parce qu'il n'y a pas vraiment de programme spécialisé en biomécanique, du moins pas au Québec. Puis, j'ai lu dernièrement une étude je me souviens plus c'est qui l'a réalisé par contre, mais qui disait que les jeunes qui pratiquent beaucoup de sport développaient une meilleure masse osseuse. En fait, c'est un peu comme tu as dit, selon notre background. Puis c'est même impressionnant, les joueurs de tennis, ils comparaient un côté du corps avec l'autre, puis le côté qui était plus utilisé avait une meilleure masse osseuse, une meilleure densité osseuse. Et que dès que la puberté commence, on arrête de prendre de la masse osseuse. Alors, au fil du temps, dans le livre, j'ai lu l'histoire du corps humain. S'il y en a que ça les intéresse de comprendre, c'est super intéressant. Mais comment, au fil des années, la puberté arrive de plus en plus tôt.
Fait qu'on a moins de temps pour développer cette masse osseuse. La plupart des jeunes sont peut-être moins actifs aussi si on compare à il y a plusieurs centaines d'années. Fait que pour ça qu'il y a plus de problèmes osseux de nos jours, entre autres. Fait que les sports pour les jeunes, c'est bon. Oui. En vieillissant aussi, là, souvent, avec la ménopause, les femmes, c'est un problème là, quand même courant là, de voir de l'ostéoporose peut apparaître. Fait que ça, c'est sûr, ça a gardé en tête quand que. Exactement. C'est un autre facteur de risque pour les fractures de stress. Dans les. Fait que c'est ça, c'est le remodelage, finalement. L'os, c'est un tissu qui est en constante évolution, là. Fait que tout au long de notre vie, on perd de l'os puis on en recrée, finalement. Fait qu'il faut pas voir ça comme quelque chose qui est statique. Puis ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait dans notre journée, si on est quelqu'un qui est plus actif. Ah, tu me faisais penser à quelque chose. J'avais vu chez les boxeurs, là, leurs os au niveau des jointures, comment que c'était dense à cause qu'ils frappaient tout le temps dessus. C'est un bon exemple aussi, là. C'est un endroit qui fait peur des gens. Ah, exactement. Ça m'a frappé quand j'ai vu ça, comment c'était sur la radiographie, là. Fait qu'on recrée de l'os pour solidifier les zones qu'on utilise et qui en ont besoin pour nous protéger. C'est génial, là, le corps, quand on pense à ça, comment il s'adapte. Si on veut avoir des os en santé, super activité, marcher. Exactement. Pour que nos os soient en santé, ça prend de la charge. C'est ce qu'on disait tantôt, il y a différentes façons d'avoir de la charge, mais ça prend une charge. Sans charge, les os s'affaiblissent. C'est ça, c'est clair. La marche, c'est la façon la plus facile. Naturel, facile d'aller prendre des marches. Puis il y a un mouvement de yoga excellent pour ça, pas pour marcher, mais pour nos os puis avoir une charge. Puis c'est un mouvement qu'on pense, en tout cas, qu'on voit pas toujours l'importance ou l'utilité d'un point de vue musculo-squelettique, mais c'est le fameux Shavasana, qui est juste d'être couché sur le dos. Si vous savez pas c'est quoi, je sais pas, je vais être capable de me reculer assez, montrer assez de mon écran, mais juste d'être couché ici, au sol. Et d'avoir le poids du sol aussi, parce que on est toujours sur du mou au quotidien. On est dans des sofas mous, un lit mou. Fait que juste d'avoir le contact de notre corps contre le sol, puis d'avoir ce poids-là, c'est super bon pour nos os. Ça préviendra peut-être le stress des pieds, mais... Ça non. Peut-être au niveau de l'arrière de la tête. Mais c'est bon, bien pour la santé des os. C'est bon. C'est bon à savoir. En fond, c'est ça. Est-ce qu'on devrait dormir au sol? Ça, c'est une autre question qu'on appelle des meilleurs os. De ce que j'ai lu, au lieu d'être tombé dans un lit. Ouais. On fera une autre capsule. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Oui. Ouais. Je les ai lues. Je garde ça pour une autre capsule. Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de questions, beaucoup de débats sur comment est-ce qu'on devrait dormir. Fait qu'on se gardera ça pour une autre c'est intéressant. Puis la semaine prochaine, j'ai le goût qu'on parle des crampes. C'est quand même assez... ça a l'air simple comme sujet, mais c'est pas si facile que ça, comprendre d'où ça vient, pourquoi et quoi faire. Fait que on continue nos recherches de notre côté parce qu'on a discuté un petit peu puis on n'avait pas nécessairement les mêmes infos. C'est assez controversé, effectivement. Hey, merci beaucoup, Maud. Merci à toi. Puis j'espère que ça va mieux comprendre.